Bonsoir, bonjour. Poète poète Gwenaëlf. Comment ça va aujourd'hui? Comment allez-vous? Qu'avez-vous fait de beau, de moins beau? Qu'aimeriez-vous faire pour le reste de votre soirée? Moi je sais, mais vous? Et donc, on peut attaquer la lecture du 8e chapitre, Mouche et araignée. Il marchait en file indienne. L'entrée du chemin était comme une sorte d'arche menant dans un sombre tunnel. Arche qui était formée par deux grands arbres, appuyés l'un contre l'autre et trop vieux, trop étouffés par le lierre et enrobés de lichen pour porter plus de quelques feuilles noircies. Le sentier lui-même était étroit et serpentait parmi les troncs. Bientôt, la lumière de l'entrée ne fut plus qu'un petit trou brillant loin derrière eux, et le silence était si profond que leurs pieds leur semblaient frapper le sol à grands coups sourds, tandis que tous les arbres se penchaient sur eux pour écouter. À mesure que leurs yeux commençaient à s'accoutumer à l'obscurité, ils purent discerner un petit sentier de part et d'autre, dans une sorte de lueur d'un vert sombre. De temps en temps, un maigre rayon de soleil, qui avait eu la chance de pouvoir se glisser par quelque ouverture dans les feuilles loin au-dessus, et la chance, plus grande encore, de ne pas disparaître dans le lacis de branches et de ramilles entremêlées par en dessous, perçait, mince et brillant, devant eux. Mais c'était rare, et cela ne tarda pas à cesser entièrement. Il y avait dans la forêt des écureuils noirs. Comme les yeux perçants et inquisiteurs de Bilbo s'habituaient à voir les choses, il en avait aperçu qui s'écartaient vivement du sentier pour se réfugier derrière les troncs d'arbres. On entendait aussi des bruits étranges, des grognements, des bousculades et des courses dans les broussailles, et parmi l'entassement épais des feuilles qui tapissaient en permanence par endroits le sol de la forêt. Mais ce qui produisait ces bruits, il ne pouvait le voir. Les plus vilaines choses qu'il discernait étaient les toiles d'araignée. Des toiles d'araignée sombres et denses, au fil d'une épaisseur extraordinaire, qui s'étendaient souvent d'un arbre à l'autre ou s'enchevêtraient de part et d'autre dans les basses branches. Il n'y en avait pas au travers du sentier, mais que ce fût parce que quelque sortilège le gardait libre, ou pour toute autre raison, il ne pouvait le savoir. Il ne leur fallut pas longtemps pour haïr la forêt aussi cordialement qu'ils avaient détesté les tunnels des gobelins, et elle paraissait offrir encore moins d'espoir de sortie. Mais ils devaient poursuivre toujours plus loin, bien après qu'ils furent en proie à la nostalgie d'une échappée sur le soleil ou le ciel, et qu'ils soupiraient après la sensation du vent sur leur visage. Il n'y avait pas le moindre mouvement d'air sous la voûte de la forêt, et rien ne venait rompre le silence, l'obscurité et l'impression d'étouffement. Même les nains la ressentaient, eux qui étaient pourtant accoutumés aux tunnels et à une existence dépourvue de soleil pendant de longues périodes. Mais le hobbit, qui aimait les trous pour en faire une maison, et non pour y passer les journées estivales, se sentait étouffé peu à peu. Le pire était les nuits. Il y régnait un noir alors de poids, à peine au figuré, un noir vraiment opaque. Il faisait si noir que l'on n'y distinguait réellement rien. Bilbo essayait d'agiter la main juste devant son nez, mais il ne la voyait pas du tout. Peut-être n'était-il pas exact de dire qu'il ne voyait rien. Il pouvait voir des yeux. Ils dormaient tous serrés les uns contre les autres et veillaient à tour de rôle. Et quand venait le tour de Bilbo, il voyait alentour dans l'obscurité des lueurs, et parfois des paires d'yeux jaunes, rouges ou verts, le regardant fixement d'une petite distance, puis s'évanouissant lentement et disparaissant pour reparaître petit à petit, luisant à un autre endroit. Parfois, aussi, il luisait dans les branches, juste au-dessus de lui, ce qui était fort terrifiant. Mais les yeux qu'il détestait les plus étaient une sorte d'horribles yeux pâles et globuleux. Des yeux d'insectes, pensait-il. Non pas des yeux d'animaux,
sauf qu'ils sont beaucoup trop grands. Bien qu'il ne fit pas encore très froid, ils essayèrent d'allumer la nuit des feux de bivouac. Mais ils y renoncèrent bientôt. Cela semblait attirer autour d'eux des centaines et des centaines d'yeux. Bien que les créatures, quelles qu'elles fussent, prissent soin de ne jamais laisser voir leur corps dans le petit tremblement des flammes. Puis encore, cela attirait des milliers de phalènes gris foncées ou noires, dont certaines étaient aussi grosses que la main, et qui venaient bruire autour de leurs oreilles. Ils ne purent le supporter, non plus que les énormes chauves-souris d'un noir de chapeau haute forme. Ils renoncèrent donc au feu et restèrent la nuit à somnoler dans ces immenses et inquiétantes ténèbres. Cela se poursuivit pendant un temps, qui parut des siècles au Hobbit, et il avait toujours faim, car on faisait extrêmement attention aux provisions. Même ainsi, quand les jours succédaient aux jours et que la forêt paraissait rester toujours la même, l'inquiétude s'éveillait en eux. Les vivres ne dureraient pas éternellement. Ils commençaient en fait à se raréfier. Les nains essayèrent de tirer les écureuils, et ils perdirent beaucoup de flèches avant d'en abattre un seul. Mais, rôti, il se révéla d'un goût horrible, et ils n'en tirèrent plus. Ils avaient soif aussi, car ils n'avaient pas trop d'eau, et de tout ce temps, ils n'avaient rencontré ni source ni ruisseau. Tel était leur état quand, un jour, ils trouvèrent leur chemin bouché par de l'eau courante. Elle coulait, rapide et abondante, mais non très large, à l'endroit du sentier, et elle était noire ou le paraissait dans l'obscurité. Il était heureux que Béorn les eût prévenus contre elle, sans quoi ils eussent bu en dépit de sa couleur et eussent rempli à ses rives quelques-unes de leurs outres vides. Mais, les choses étant ce qu'elles étaient, ils ne pensèrent qu'à la manière de traverser sans se mouiller. Il avait existé un pont de bois, mais pourri, il s'était écroulé, et il ne restait plus que les piles brisées près de la rive. Agenouillé au bord pour scruter la rivière, Bilbo s'écria. « Il y a une barque de l'autre côté. Ah, si elle avait pu être par ici !»« À quelle distance croyez-vous qu'elle se trouve ?» demanda Thorin, car il savait à présent que, de tous, c'était Bilbo qui avait les yeux les plus perçants. « Elle n'est pas loin du tout. Pas à plus de 12 mètres, je pense. » 12 mètres. J'aurais cru que cela faisait au moins 30. Mais mes yeux n'y voient plus aussi bien qu'il y a une centaine d'années. Quoi qu'il en soit, 12 mètres, ça ne vaut pas mieux qu'un 1000. On ne peut pas les franchir d'un bond, et nous n'osons pas essayer de passer à gué ou de nager. L'un de vous peut-il lancer une corde ? À quoi bon ? La barque est certainement attachée. Même si nous ne pouvions l'accrocher, ce dont je doute. Je ne crois pas qu'elle le soit, dit Bilbo. Quoique, évidemment, je ne puisse en être sûr à cette lumière. Mais il me semble qu'elle vient d'être remontée sur la rive, qui est basse, juste à cet endroit, où le sentier descend jusque dans l'eau. Dori est le plus fort, mais Fili est plus jeune et c'est encore lui qui a la meilleure vue, dit-on. Viens ici, Fili, et vois donc si tu peux attraper la barque dont parle M. Baggins. Fili pensa le pouvoir. Et quand il eut regardé longuement pour se faire une idée de la direction, les autres lui apportèrent une corde. Ils en avaient plusieurs, et à l'extrémité de la plus longue, ils fixèrent un des grands crochets de fer qui leur avaient servi à accrocher leurs paquets aux courroies passées sur leurs épaules. Fili le prit dans sa main, le balança un moment, puis le lança par-dessus la rivière. Plouf ! Il tomba dans l'eau. Pas assez loin, dit Bilbo qui scrutait plus en avant. 2 pieds de plus, et vous auriez eu le bateau. Essayez de nouveau. Je ne pense pas que le charme soit assez fort pour vous faire mal si vous ne touchez qu'un petit bout de corde mouillée. Fili ramassa le crochet quand il l'eut ramené, mais non sans quelque difficulté quand même. Cette fois, il le lança avec plus de vigueur. « Mais du calme !» s'écria Bilbo. « Vous l'avez lancé jusque dans le bois de l'autre côté, maintenant. Tirez-le doucement. » Fili tira doucement sur la corde, et peu après, Bilbo dit « Attention, il est sur la barque. Espérons que le crochet va mordre. » Il mordit. La corde se tendit et Fili tira. En vain. Kili vint à son aide.
puis Oin et Gloin. Ils tirèrent, et soudain tombèrent tous sur le dos. Bilbo était aux aguets, toutefois. Il attrapa la corde, et avec un bâton, il tint à distance la petite barque noire qui arrivait impétueusement. « À l'aide » cria-t-il. Et Balin arriva juste à temps pour saisir l'embarcation avant qu'elle ne partît, entraînée par le courant. « Elle était attachée, après tout, » fit-il observer en regardant l'amarre qui se balançait encore. « Ça a été une bonne traction que vous avez faite, mes gars, et il est heureux que notre corde ait été la plus solide. » « Bon, qui va passer le premier ?» demanda Bilbo. « Moi, » dit Thorin, « et vous viendrez avec moi, ainsi que Fili et Balin. C'est tout ce que la barque peut contenir en une fournée. Après, ce sera Kili, Oin, Gloin et Dorin. Ensuite, Ori et Nori, Bifur et Bombur, et enfin Dwalin et Bombur. « C'est toujours moi le dernier, et je n'aime pas ça, » dit Bombur. « Que ce soit quelqu'un ne devrait pas être aussi gros. Tel que tu es, il faut que tu sois le dernier et le plus léger chargement. Ne commence pas à récriminer contre les ordres, sans quoi il t'arrivera quelque chose de désagréable. » « Il n'y a pas de rame. Comment va-t-on renvoyer la barque de l'autre côté ?» demanda le hobbit. « Donnez-moi une autre longueur de corde et un autre crochet, » dit Fili. Quand on les lui eut préparés, il les lança dans les ténèbres devant lui, aussi haut qu'il le pouvait. Le crochet n'étant pas retombé, ils virent qu'il avait... « Attrapez-le maintenant, » dit Fili, « et que l'un de vous tire sur la corde qui est accrochée à l'arbre de l'autre côté. Il faut qu'un des autres ne lâche pas le premier crochet dont nous nous sommes servis, et quand nous serons bien arrivés sur l'autre bord, il n'aura qu'à le fixer et vous pourrez ramener la barque en la halant. » Par ce moyen, ils se trouvèrent bientôt tous sains et saufs de l'autre côté de la rivière enchantée. Dwalin venait d'escalader le bord et de se glisser à terre, le rouleau de corde au bras, quand il se produisit quelque chose de fâcheux. Le bruit de sabots rapides se fit entendre dans le sentier. De l'obscurité déboucha soudain la forme d'un cerf en pleine course. Il chargea droit sur les nains, et les renversa comme des quilles, puis prit son élan pour un saut. Il s'éleva haut et franchit la rivière d'un seul bond puissant. Mais il n'atteignit pas l'autre bord. Thorin était le seul à avoir conservé son équilibre et sa présence d'esprit. Dès qu'ils avaient abordé, il avait bandé son arc, et y avait placé une flèche pour le cas où seraient apparus quelques gardiens cachés du bateau. Il décocha alors un coup sûr et rapide sur la bête bondissante. En arrivant sur l'autre rive, elle trébucha. Les ombres l'engloutirent, mais on entendit le bruit de sabots vaciller rapidement, puis cesser. Avant toutefois qu'ils n'eussent eu le temps de pousser un cri de louange pour la sûreté du coup, un horrible gémissement de Bilbo écarta toute pensée de venaison. « Bombur est tombé à l'eau! Bombur se noie !» criait-il. Ce n'était que trop vrai. Bombur n'avait posé qu'un pied à terre quand la bête avait fondu sur lui et avait bondi. Il avait chancelé, rejetant la barque de la rive, puis il avait basculé dans l'eau noire et les racines limoneuses du bord avaient glissé entre ses doigts, tandis que la barque partait en pivotant lentement et disparaissait. En accourant sur la rive, ils virent encore le capuchon au-dessus de l'eau. Ils lancèrent vivement dans sa direction une corde munie d'un autre crochet. Sa main s'en saisit et ils le tirèrent à terre. Il était trempé des cheveux aux bottes, bien sûr. Mais ce n'était pas le pire. Quand ils l'étendirent sur le sol, il était déjà plongé dans un profond sommeil, avec une main si fortement serrée sur la corde qu'ils ne purent lui faire lâcher prise. Et il demeura dans cet état en dépit de tous leurs efforts. Ils étaient encore penchés sur lui, maudissant leur malchance et la maladresse de Bombur, et pleurant la perte de l'embarcation qui les mettait dans l'impossibilité d'aller chercher le cerf, quand ils perçurent le faible bruit de cors et de chiens qui aboyaient au loin dans la forêt. Ils furent alors tous frappés de mutisme. Et, comme ils restaient là silencieux, il leur sembla entendre la rumeur d'une grande chasse qui passait au nord du sentier.
bien qu'ils n'en vissent aucun signe. Ils demeurèrent un long moment sans oser bouger. Bombure dormait, un sourire sur sa large face, comme s'il ne se souciait plus aucunement de toutes les anxiétés qui les assaillaient. Soudain parurent sur le sentier en face d'eux des cervidés blancs, une biche et des fans aussi blancs que le cerf précédent était noir. Ils luisaient dans l'obscurité. Avant que Thorin n'eût eu le temps de crier, 3 des nains s'étaient dressés et avaient tiré des flèches. Aucune ne parut avoir atteint son but. Les cerfs firent volte-face et disparurent parmi les arbres aussi silencieusement qu'ils étaient venus. Et ce fut en vain que les nains les poursuivirent de leurs flèches. « Arrêtez! Arrêtez » cria Thorin. Mais il était trop tard. Les nains excités avaient tiré leurs dernières flèches, et maintenant, les arcs fournis par Béorn n'étaient plus bons à rien. Leur groupe fut assez sombre ce soir-là, et cet assombrissement ne fit que s'accentuer au cours des jours suivants. Ils avaient passé la rivière en chantier, mais au-delà, le sentier paraissait se poursuivre tout comme avant, et ils ne voyaient aucun changement dans la forêt. Pourtant, s'ils en avaient su plus long à ce sujet, et s'ils avaient considéré la signification de la chasse et des cerfs blancs, ils auraient su qu'ils approchaient enfin de l'orée orientale, et ils n'auraient pas tardé à arriver, pour peu qu'ils eussent pu maintenir leur courage et leurs espoirs, à des arbres plus clairsemés et à des lieux où le soleil perçait de nouveau. Mais cela, ils l'ignoraient, et ils étaient chargés du lourd corps de Bombure qu'ils étaient obligés de porter au mieux, assumant cette tâche ingrate par 4 à court de rôle, tandis que les autres se partageaient leur paquet. Si ces derniers n'étaient devenus que trop légers au cours des quelques derniers jours, les nains n'auraient jamais pu s'en tirer. Mais un Bombure endormi et souriant n'était qu'une piètre compensation de colis pleins de vivres, quelque lourds qu'ils fussent. Après peu de jours, vint le moment où il n'y eut pratiquement plus rien à manger ni à boire. Ils ne voyaient pousser dans la forêt aucune nourriture saine. Il n'y avait là que des champignons vénéneux et des herbes aux pâles feuilles et à l'odeur nauséabonde. À environ 4 jours de la rivière enchantée, ils arrivèrent à une partie de la forêt dont la plupart des arbres étaient des hêtres. Ils furent tout d'abord enclins à se réjouir du changement, car il n'y avait pas de broussailles et l'ombre n'était plus aussi épaisse. Une lumière verte s'étendait autour d'eux et, par endroits, ils pouvaient voir à quelque distance de part et d'autre du sentier. La lumière ne leur révélait toutefois que des rangées sans fin de troncs gris et droits, tels les piliers de quelque immense salle crépusculaire. Il y avait un souffle d'air et un susurrement devant, mais le son en était triste. Quelques feuilles descendirent en bruissant pour leur rappeler qu'au dehors, l'automne approchait. Leurs pieds agitaient les feuilles mortes d'innombrables automnes passés, lesquelles descendaient des profonds tapis rouges de la forêt le long des bords du sentier. Bombure dormait toujours, et ils étaient très lasses. Par moments, ils entendaient un rire inquiétant. Parfois, il y avait aussi un chant au loin. Le rire était celui de voix agréables, non pas de gobelins, et le chant était beau, mais il avait un son étrange et surnaturel. Ils n'en étaient pas réconfortés et mettaient toute la force qui leur restait à presser le pas pour sortir de ces endroits-là. 2 jours plus tard, ils virent que leur chemin descendait, et, avant peu, ils se trouvèrent dans une vallée presque entièrement occupée par un grand bois de chênes. « Mais cette maudite forêt n'aura-t-elle donc jamais de fin ?» s'écria Thorin. « Il faut que quelqu'un grimpe à un arbre et voie s'il peut passer la tête au-dessus des cimes pour regarder alentour. La seule solution est de choisir le plus élevé des arbres qui surplombent le chemin. » « Quelqu'un » signifiait Bilbo, naturellement. Ils le choisirent du fait que, pour être de la moindre utilité, le grimpeur devait pouvoir passer la tête par-dessus les feuilles les plus élevées, et il lui fallait donc être assez léger pour que les branches les plus hautes et les plus ténues le supportassent. Le pauvre monsieur Baggins n'avait jamais beaucoup pratiqué l'escalade des arbres, mais ils le hissèrent dans les basses branches d'un énorme chêne qui s'élevait juste au-dessus du chemin,
et il dut continuer à grimper de son mieux. Il se fraya un chemin à travers des ramilles emmêlées, non sans recevoir. Il était tout verdi et sali par la vieille écorce des plus grandes branches. Plus d'une fois il glissa et ne se rattrapa que de justesse. Mais enfin, après un terrible effort dans un passage difficile, où il semblait n'y avoir aucune branche accessible du tout, il arriva près du sommet. Durant toute l'ascension, il se demandait s'il y avait dans l'arbre des araignées et comment il allait pouvoir redescendre, autrement que par la chute. Finalement, il passa la tête au-dessus de la voûte des feuilles, et alors il trouva bien des araignées. Mais ce n'étaient que des petites araignées, de taille ordinaire, et elles s'occupaient des papillons. Bilbo fut presque aveuglé par la lumière. Il entendit les nains l'appeler de très loin en dessous, mais il était incapable de répondre. Il ne pouvait que tenir bon et cligner des yeux. Le soleil brillait avec éclat, et il lui fallut un bon moment pour le supporter. Quand il parvint à ouvrir les yeux, il vit tout autour de lui comme une mer vert sombre, ondulant de ci de là sous la brise. Et il y avait partout des centaines de papillons. Ce papillon qui recherche les cimes des forêts de chênes. Mais ceux-ci n'étaient pas pourpres du tout. Ils étaient d'un noir profond et velouté, sans aucun dessin visible. Bilbo observa longuement les marses pourpres, et il jouit de la sensation de la brise dans ses cheveux et sur son visage. Mais les cris des nains, qui tout en bas trépignaient tout simplement d'impatience, le rappelèrent à sa véritable affaire. Il n'en fut pas plus avancé. Il eut beau scruter de tous côtés, il ne vit aucune fin aux arbres et aux feuilles, en quelque direction que ce fût. Son cœur, qui avait été réjoui par la vue du soleil et par la sensation du vent, se serra. Il n'y avait en bas aucune nourriture vers laquelle se diriger. En fait, je vous l'ai dit, il n'était plus très éloigné de l'orée de la forêt. Et si Bilbo avait eu le bon sens de le voir, l'arbre auquel il avait grimpé, bien que très haut en soi, se dressait près du fond d'une large vallée, de sorte que, de son fait, les arbres paraissaient s'élever tout autour comme les bords d'une vaste cuvette, et il ne pouvait espérer voir jusqu'où s'étendait la forêt. Mais cela, il ne se rendit pas compte, et il redescendit, empli de désespoir. Il arriva enfin en bas, tout égratigné, en nage, malheureux, et incapable de rien voir dans l'obscurité. Son compte-rendu laissa les autres aussi malheureux que lui-même. La forêt continue sans fin, sans fin, sans fin dans toutes les directions. Au nom du ciel, qu'allons-nous faire? Et à quoi bon envoyer un hobbit? S'écrièrent-ils comme si c'était sa faute. Ils se moquaient pas mal des papillons, et ils ne furent que plus irrités quand tu leur parlas de la délicieuse brise que leur lourdeur les empêchait d'aller goûter là-haut. Ce soir-là, ils mangèrent leurs dernières bribes et miettes, et le lendemain matin, au réveil, la première chose qu'ils remarquèrent, ce fut qu'ils avaient encore une faim tenaillante. La seconde fut qu'il pleuvait, et que, par endroits, les gouttes tombaient lourdement sur le sol de la forêt. Cela ne fit que leur rappeler qu'ils avaient aussi une soif dévorante, sans leur rapporter aucun soulagement. On ne peut étancher une soif affreuse en se tenant sous les chênes géants pour attendre qu'une seule goutte vous tombe par chance sur la langue. La seule lueur de réconfort leur vint de manière tout inattendue de Bombure. Il se réveilla soudain et se redressa, tout en se grattant la tête. Il n'arrivait pas à comprendre où il était, ni pourquoi il avait si faim, car il avait oublié tout ce qui s'était passé depuis le matin de mai si éloigné où ils étaient partis pour leur voyage. La dernière chose dont il eut souvenance, c'était la soirée chez le Hobbit, et ils eurent grand-peine à lui faire accepter leur récit des nombreuses aventures qui leur étaient arrivées depuis lors. À la nouvelle qu'il n'y avait plus rien à manger, il s'assit et se mit à pleurer, car il se sentait très faible, avec les jambes flageolantes. « Pourquoi me suis-je réveillé » s'écria-t-il. « Je faisais de si beaux rêves.
Je rêvais que je marchais dans une forêt assez semblable à celle-ci, mais éclairée par des torches apposées aux arbres, des lampes qui se balançaient aux branches et des feux qui brûlaient sur le sol. Et il s'y déroulait en permanence un grand festin. Un roi sylvestre était là, couronné de feuilles. Des chants joyeux résonnaient de toutes parts, et je ne saurais ni compter ni décrire tout ce qu'il y avait à manger et à boire. Ce n'est pas la peine d'essayer, dit-on. En fait, si tu ne peux pas parler d'autre chose, tu ferais mieux de te taire. Nous sommes déjà assez encombrés de toi comme cela. Si tu ne t'étais pas réveillé, nous t'aurions abandonné à tes rêves idiots dans la forêt. Tu n'es pas drôle à porter, même après des semaines de maigre pitance. Il n'y avait plus d'autre solution maintenant que de se serrer la ceinture sur leur ventre creux, de rendosser les sacs et les paquets vides, et de reprendre péniblement la piste sans grand espoir de parvenir à son extrémité avant de s'étendre pour mourir d'inanition. Ils cheminèrent donc toute cette journée, d'un pas très lent et très las, tandis que Bombure ne cessait de gémir que ses jambes ne voulaient plus le porter, et qu'il souhaitait s'étendre et dormir. « Non !» dirent les autres. « Que tes jambes en aient leur part. Nous t'avons porté assez longtemps. » Malgré tout, il refusa soudain de faire un pas de plus et se jeta à terre. « Continuez s'il le faut. Moi, je vais rester couché ici pour dormir et rêver de nourriture, si je ne puis en obtenir d'aucune autre manière. J'espère ne plus jamais me réveiller. » À ce moment même, Balin, qui se trouvait un peu en avant, cria. « Qu'était-ce que cela ? Il m'a semblé voir une lumière scintiller dans la forêt. » Tous regardèrent, et à une grande distance, ils crurent distinguer un clignotement rouge dans les ténèbres. Puis un autre, et encore un autre, surgirent à côté. Même Bombure se leva, et ils se portèrent en avant sans craindre que ce fussent des trolls ou des gobelins. La lumière était devant eux, à gauche du sentier, et quand ils furent enfin arrivés à sa hauteur, ils constatèrent que des torches et des feux étaient allumés sous les arbres, mais à assez grande distance de leur piste. « On dirait que mes rêves se réalisent, » dit Bombure, haletant derrière eux. Il voulait se précipiter tout droit dans la forêt vers les lumières, mais les autres ne se rappelaient que trop bien les avertissements du magicien et de Béorn. « Un festin ne nous servirait de rien, si nous ne devions jamais en revenir vivants, » dit Thorin. « Mais sans festin, nous ne resterons pas longtemps vivants de toute façon, » dit Bombure. Et Bilbo acquiesça du fond du cœur. Ils discutèrent longuement du pour et du contre, jusqu'au moment où ils finirent par décider d'envoyer 2 espions, qui s'approcheraient furtivement des lumières pour en savoir plus long. Mais alors, ils ne purent s'accorder sur le choix de ceux qui iraient. Aucun ne semblait prêt à courir le risque de se perdre et de ne jamais retrouver ses amis. Finalement, en dépit des avertissements, la faim les décida, parce que Bombure ne cessait de décrire toutes les bonnes choses que l'on mangeait, d'après son rêve, dans le festin sylvestre. Ils quittèrent donc tous le sentier et plongèrent d'un commun accord dans la forêt. Après un bon moment de rampement, ils risquèrent un coup d'œil de derrière les arbres et virent une clairière dans laquelle quelques arbres avaient été abattus et où le sol avait été nivelé. Il y avait là beaucoup de gens ressemblant à des elfes, tous vêtus en vert et brun, assis en un grand cercle sur des tronçons d'arbres abattus. Et il y avait un feu au centre, et des torches étaient fixées à certains arbres alentour. Mais le plus beau du spectacle était qu'ils mangeaient et buvaient en riant joyeusement. L'odeur des viandes rôties était si enchanteresse que, sans prendre le temps de se consulter, tous se levèrent et se précipitèrent vers le cercle avec la seule idée de mendier un peu de nourriture. À peine l'homme premier avait-il posé le pied dans la clairière que toutes les lumières s'éteignirent comme par magie. Quelqu'un donna un coup de pied dans le feu, qui s'éleva en fusée d'étincelles scintillantes, et s'évanouit. Ils se trouvèrent perdus dans une obscurité trop totale, et ils ne purent se retrouver mutuellement, pendant un long moment en tout cas. Après force tâtonnements frénétiques dans les ténèbres,
Chutes sur des tronçons de bois, heurts fracassant contre les arbres, cris et appels à réveiller toute la forêt à des milles à la ronde, ils parvinrent à se rassembler en un seul paquet et à se compter au toucher. À ce moment, ils avaient naturellement perdu toute idée de la direction dans laquelle se trouvait le sentier. Et ils étaient tous perdus, sans espoir, au moins jusqu'au matin. Ils n'avaient plus qu'à s'installer pour la nuit là où ils étaient. Ils n'osèrent même pas chercher à terre des bribes de nourriture de crainte d'être de nouveau séparés. Mais ils n'étaient pas étendus depuis bien longtemps et Bilbo commençait juste à s'assoupir quand Dory, qui était le premier à monter la garde, murmura assez fort. « Les lumières ressortent là-bas, et il y en a plus que jamais. » Ils bondirent tous. Et là, pas très loin, se voyait quantité de lumières clignotantes. Ils entendaient aussi très nettement les voix et les rires. Ils se glissèrent lentement dans la direction, à la queue leu-leu, chacun touchant le dos de celui qui le précédait. Quand ils furent assez près, Thorin dit « Il ne faut pas se précipiter en avant cette fois. Personne ne doit cesser de se cacher avant que je ne le dise. Je vais envoyer en premier M. Baggins, seul, pour leur parler. Ils n'auront pas peur de lui. » « Mais moi d'eux, pensa Bilbo. Et en tout cas, j'espère qu'ils ne lui feront pas de mal. Arrivés au bord du cercle de lumière, ils poussèrent soudain Bilbo par derrière. Avant qu'il n'eût eu le temps de passer son anneau à son doigt, il trébucha et tomba en avant, dans tout le flamboiement du feu et des torches. Inutile. Les lumières s'éteignirent toutes de nouveau et l'obscurité complète retomba. S'il leur avait été difficile de se rassembler précédemment, ce fut bien pis cette fois-ci, et ils ne purent tout simplement pas retrouver le hobbit. Chaque fois qu'ils se comptaient, cela ne faisait jamais que 13. Ils appelèrent, ils crièrent « Bilbo Baggins! Hobbit! Sacré Hobbit! Oh là! Que le diable vous emporte! Où êtes-vous » et autre chose de ce genre, mais il n'y eut aucune réponse. Ils avaient abandonné tout espoir quand Dory buta sur lui par pure chance. Dans les ténèbres, il tomba par-dessus quelque chose qu'il prit pour une grosse bûche, et il découvrit que c'était le hobbit ramassé sur lui-même et dormant profondément. Il fallut beaucoup le secouer pour le réveiller, et quand il le fut, il n'était pas du tout content. « Je faisais un si beau rêve, » grogna-t-il. « C'était tout sur le plus somptueux des dîners. »« Juste ciel, le voilà devenu comme Bombure, » dirent-ils. « Ne nous parlez pas des rêves. Les dîners en rêve, ça ne sert à rien, et on ne peut pas les partager. »« Ce sont les meilleurs que j'aurai sans doute dans ce sale endroit, » murmura-t-il, tandis qu'il s'étendait à côté des nains et essayait de se rendormir pour retrouver son rêve. Mais ce n'en était pas fini des lumières dans la forêt. Plus tard, quand la nuit fut très avancée, Gilly, qui était de garde, vint les réveiller tous de nouveau, disant « Il y a un véritable flamboiement de lumière qui a commencé non loin. Des centaines de torches et de nombreux feux ont dû être allumés, soudain par magie. Et écoutez, écoutez le chant et les harpes. » Après être restés un moment couchés à écouter, ils s'aperçurent qu'ils ne pouvaient résister au désir d'approcher et de tenter une nouvelle fois encore d'obtenir de l'aide. Les voilà donc debout, et cette fois le résultat fut désastreux. Le festin qu'ils virent alors était plus grand et plus magnifique qu'auparavant, et à la tête d'une longue rangée de convives siégeait un roi sylvestre, qui portait une couronne de feuilles sur sa chevelure dorée, et ressemblait fort au personnage que Bombure avait décrit dans son rêve. Les elfes se passaient des coupes de main en main, et par-dessus les feux. Certains jouaient de la harpe, beaucoup chantaient. Leur chevelure miroitante était entrelacée de fleurs, de gemmes vertes et blanches, et étincelait sur leur col et leur ceinture. Et leurs visages, comme leurs chants, étaient remplis de gaieté. Sonores, clairs et beaux étaient ces chants, et Thorin s'avança parmi les banqueteurs. Un silence de mort tomba au milieu d'un mot. Toute lumière s'éteignit. Les feux s'élevèrent en fumée noire.
Des cendres retombèrent dans les yeux des nains, et la forêt retentit de nouveau de leurs clameurs et de leurs cris. Bilbo se trouva en train de courir en rond, ce qu'il pensa, et d'appeler sans relâche. « Dori! Nori! Ori! Oin, Gloin! Fili! Kili! Bombure! Beaufur! Bifur! Dwalin! Balin! Torrent et Cunchild !» Tandis que des gens qui ne pouvaient ni voir ni toucher faisaient de même tout autour de lui, avec de temps à autre un « Bilbo !» additionnel. Mais les cris des autres se firent graduellement plus lointains et plus faibles, et bien qu'après un moment, il lui sembla se muer en hurlements et en appels au secours à très grande distance. Tout bruit finit par s'évanouir complètement, et il resta seul, au milieu d'un silence complet dans les ténèbres totales. Ce fut l'un des moments les plus affreux de sa vie. Mais il décida bientôt qu'il ne servait à rien de tenter quoi que ce fût avant que l'aube n'apportât un peu de lumière, et qu'il était parfaitement inutile de tourner à l'aveuglette jusqu'à l'épuisement sans aucun espoir de petit déjeuner pour se ranimer. Il s'assit donc, le dos contre un tronc d'arbre, et se mit à penser. Ce ne serait pas la dernière fois. À son lointain trou de hobbit aux merveilleuses réserves. Il était plongé dans des pensées de hollard et de rôtis beurrés quand il sentit un contact. Il avait contre la main gauche une sorte de ficelle, forte et gluante. Et quand il essaya de bouger, il s'aperçut que ses jambes étaient déjà enveloppées de la même matière, de telle sorte que, se levant, il bascula. Alors la grande araignée qu'il avait liée pendant son assoupissement s'avança de derrière et se jeta sur lui. Il ne voyait que les yeux de l'animal, mais il sentait ses pattes velues, comme l'araignée se démenait pour l'entortiller dans ses abominables fils. Il avait par chance repris conscience à temps. Un peu plus, et il aurait été dans l'incapacité de faire le moindre mouvement. Même ainsi, il dut lutter désespérément pour se libérer. Il repoussa avec ses mains l'animal, qui tentait de l'empoisonner pour le faire tenir tranquille, comme les petites araignées le font avec les mouches, jusqu'au moment où, se souvenant de l'épée, il la tira. L'araignée fit alors un bond en arrière, et il eut le temps de libérer ses jambes en tranchant les fils. Après quoi, ce fut son tour d'attaquer. L'araignée n'était pas habituée, de toute évidence, à des choses qui portaient aux côtés de tels dards, sans quoi elle eût mis plus de hâte à fuir. Bilbo l'attaqua avant qu'elle n'eût eu le temps de disparaître, et il la perça de son... L'animal devint alors fou. Il sauta en l'air, trépigna et jeta ses pattes de droite et de gauche en d'horribles bonds, jusqu'au moment où Bilbo le tua d'un nouveau coup d'épée. Après quoi, il tomba et perdit conscience pendant un long moment. Quand il revint à lui, il y avait alentour l'habituelle lumière grise et terne du jour forestier. L'araignée gisait morte à son côté, et la lame de son épée était tachée de noir. Le fait d'avoir tué l'araignée géante, tout seul dans les ténèbres, sans l'aide du magicien, des nains ni de personne, modifia grandement les choses pour M. Baggins. Essuyant son épée dans l'herbe avant de la remettre au fourreau, il se sentit un personnage différent, beaucoup plus féroce et plus hardi en dépit de son estomac vide. « Je vais te donner un nom, » lui dit-il. « Tu t'appelleras Dar. » Après cela, il se lança dans l'exploration. La forêt était menaçante et silencieuse, mais manifestement, la première chose à faire était de chercher ses amis, qui pouvaient être bien loin, à moins d'avoir été fait prisonnier par les elfes ou des êtres pires. Bilbo sentait le danger qu'il y avait à crier, et il resta un bon moment à se demander dans quelle direction se trouvait le sentier. Ah, que ne nous sommes-nous souvenus des conseils de Béorn et de Gandalf, gémit-il. Dans quel pétrin nous voilà maintenant, nous? Je voudrais bien que ce fût nous. Il est horrible d'être seul. Finalement, il hasarda la meilleure conjecture qu'il pouvait sur la direction d'où étaient venus les appels au secours dans la nuit. Et la chance, il était né sous une bonne étoile, voulut qu'il devinât plus ou moins juste, comme on le verra. Sa décision prise, il partit en catimini avec toute l'adresse qu'il pouvait déployer. Les hobbits sont particulièrement doués pour le silence, surtout dans les bois, comme je vous l'ai déjà dit.
et Bilbo avait enfilé son anneau avant de partir. C'est pourquoi les araignées ne l'entendirent ni ne le virent venir. Il avait parcouru une certaine distance, avec précaution et à pas de loup, quand il remarqua devant lui un endroit où s'étendait une ombre dense et noire. Noire même pour cette forêt. C'était comme un morceau de nuit qui n'eût jamais disparu. En s'approchant, il vit que l'ombre était faite de toiles d'araignées, l'une derrière l'autre, superposées et tout emmêlées. Il vit aussi qu'il y avait, installées dans les branches au-dessus de lui, des araignées énormes et horribles. En dépit de son anneau, il trembla de la peur d'être découvert. Debout derrière un arbre, il observa pendant quelque temps un groupe de ces bêtes. Et puis, dans le silence et l'immobilité de la forêt, il s'aperçut que ces créatures repoussantes se parlaient entre elles. Leur voix était une sorte de grincement et de chuintement ténu, mais il put distinguer nombre des mots qu'elles prononçaient. Elles parlaient des nains. « La lutte a été chaude, mais elle en valait la peine, » dit l'une. « Quelle vilaine peau épaisse ils ont, vrai, mais je gage qu'il y a du bon jus à l'intérieur. » « Oui, ils feront un excellent mets après quelque temps de mortification, » dit une autre. « Ne les laissez pas faisander trop longtemps, » dit une troisième. « Ils ne sont pas aussi gras qu'ils le devraient. Ils n'ont pas dû être trop bien nourris ces derniers temps. »« Il faut les tuer, moi je dis, » siffla une quatrième. « Tuez-les tout de suite et suspendez-les morts pendant quelque temps. »« Ils doivent être morts maintenant, je parie, » dit la première. « Pour ça, non. J'en ai vu un se débattre il y a un instant. Il reprenait ses esprits, je pense, après un merveilleux sommeil. Je vais vous faire voir. » Sur quoi, l'une des grosses araignées courut le long d'une corde jusqu'à ce qu'elle fût arrivée près d'une douzaine de paquets suspendus en rang à une haute branche. Bilbo fut horrifié, maintenant qu'il les remarquait pour la première fois, oscillant dans les ombres, de voir un pied nain sortir du fond de certains paquets, ou par-ci par-là le bout d'un nez, une touffe de barbe, ou un pan de capuchon. L'araignée se dirigea vers le plus gros de ces paquets. « C'est ce pauvre Bombure, je parie, » pensa Bilbo. Et elle pinça fortement le nez qui dépassait. Il eut dans le paquet un glapissement étouffé, un pied jaillit et frappa en plein et durement l'araignée. Bombure était toujours bien vivant. Il eut un bruit semblable à celui d'un coup de pied dans un ballon flasque, et l'araignée furieuse tomba de la branche et ne se rattrapa que de justesse grâce à son propre fil. Les autres rirent. « Vous ne vous trompiez pas, » dirent-elles. « La viande est vivante et elle rue. » « Je vais sans tarder mettre un terme à cet état des choses, » siffla l'araignée en colère, tout en regrimpant sur la branche. Bilbo vit que le moment était venu de faire quelque chose. Il ne pouvait atteindre les brutes, et il n'avait pas de quoi tirer sur elles. Mais en regardant alentour, il vit qu'en cet endroit il y avait beaucoup de pierres qui gisaient dans ce qui semblait le lit d'un petit cours d'eau maintenant asséché. Il était assez bon tireur à la pierre, et il ne lui fallut pas longtemps pour en trouver une bien lisse, en forme d'œuf, qui convenait bien à sa main. Enfant, il avait accoutumé de s'exercer à lancer des pierres sur les choses, au point que les lapins, les écureuils et même les oiseaux décarpissaient comme l'éclair dès qu'ils le voyaient se baisser. Et, même adulte, il avait encore passé une certaine partie de son temps à jouer au palais, aux fléchettes, au tir à la baguette, aux boules, aux quilles, et autres jeux tranquilles qui consistent à viser et à lancer. En fait, il savait faire une foule d'autres choses que de souffler des ronds de fumée, poser des devinettes et faire la cuisine, bien que je n'ai pas eu le loisir de vous en parler. Je n'en ai pas eu le temps, à présent. Pendant qu'il ramassait des pierres, donc, l'araignée était arrivée près de Bombure, et celui-ci n'aurait pas tardé à être un nain mort si Bilbo n'avait lancé une pierre. Le projectile frappait l'araignée en pleine tête, et elle chute avec un bruit sourd, inanimée, et les pattes recroquevillées sur le sol. La pierre suivante partit en sifflant à travers une grande toile, en déchirant les fils, et plomb, emportant, morte, l'araignée qui siégeait au centre.
Cela, la plus grande confusion régna dans la colonie arachnéenne. Et elles oublièrent quelque peu les nains, je vous le jure. Elles ne pouvaient voir Bilbo, mais il leur était aisé de deviner d'où venaient les pierres. Comme l'éclair, elles accoururent vers le hobbit en se balançant et en jetant de tous côtés leurs longs fils, de telle sorte que l'air fut bientôt rempli de filets ondoyants. Bilbo, toutefois, se glissa bientôt à un autre endroit. L'idée lui vint d'entraîner, s'il le pouvait, les araignées furieuses de plus en plus loin des nains, d'aiguiser leur curiosité, de les exciter et de les irriter tout à la fois. Quand une cinquantaine d'entre elles furent allées à l'endroit où ils se trouvaient précédemment, il leur lança encore des pierres, ainsi qu'à d'autres qui s'étaient arrêtés par derrière. Puis, dansant parmi les arbres, il se mit à chanter une chanson destinée à les rendre furieuses et à les attirer toutes à lui, en même temps qu'à permettre aux nains d'entendre sa voix. Voici ce qu'il chanta. La vieille grosse araignée file dans un arbre. La vieille grosse araignée ne me voit pas. À terre cop. Ne veux-tu pas arrêter? Arrêter ton filage pour me chercher. La vieille nigaude toute grosse. La vieille nigaude ne peut m'apercevoir. À terre cop. Laisse-toi tomber. Jamais tu ne m'attraperas là-haut dans ton arbre. Petite parenthèse, Attercop est un terme désuet signifiant araignée, mais principalement venimeuse. Ce n'était peut-être pas bien une bonne chanson, mais il faut se le rappeler qu'il l'avait improvisée lui-même sous l'inspiration d'un moment très fâcheux. Elle eut le résultat désiré, en tout cas. Tout en chantant, il lança encore des pierres et frappa du pied. Pratiquement toutes les araignées qui se trouvaient là vinrent après lui. Les unes tombèrent à terre, d'autres coururent le long des branches, se balancèrent d'arbre en arbre, ou lancèrent de nouvelles cordes en travers des espaces obscurs. Elles se portèrent vers ces bruits beaucoup plus vite qu'ils ne s'y attendaient. Elles étaient terriblement en colère. En dehors de toute question de pierre, aucune araignée n'aime s'entendre appeler Attercop ou Nigaude. C'est insultant pour n'importe qui, bien sûr. Bilbo fila à un nouvel endroit. Mais plusieurs des araignées avaient alors accouru à différents points de la clairière où elles vivaient, et elles s'affairaient à tendre des toiles, en travers de tous les espaces entre les troncs. Très vite, le hobbit serait pris dans l'épaisse barrière qui l'entourait de toutes parts. Tout au moins était-ce leur idée. Debout, au milieu des insectes chasseurs et fileurs, Bilbo rassembla son courage et entama une nouvelle chanson. L'aube la molle et Cobb la folle tisse des toiles pour m'entortiller. Je suis bien plus frais que tout autre mais elles ne peuvent tout de même pas me trouver. Je suis ici, méchante petite mouche. Vous êtes grosse et molle. Vous ne pouvez me piéger malgré vos efforts, dans vos stupides toiles. Là-dessus, il se retourna et vit que le dernier espace entre deux hauts arbres avait été barré par une toile. Mais heureusement, pas une toile adéquate. Ce n'était que de grands taurons de cordes d'araignées de double épaisseur, tendus d'un tronc à l'autre en un mouvement actif de navette. Il tira sa petite épée, il entailla les fils et s'enfuit en chantant. Les araignées virent l'épée, sans savoir ce que c'était, je suppose. Et aussitôt toute leur cohorte se précipita, sur le sol et le long des branches, à la poursuite du hobbit, agitant leurs pattes velues, claquant pinces et filières, les yeux exorbités, écumantes et pleines de rage. Elles le suivirent dans la forêt jusqu'à ce qu'il fût allé aussi loin qu'il l'osait. Alors, plus silencieux qu'une souris, il revint en tapinois sur ses pas. Il ne disposait que d'un temps très restreint, il le savait, avant que les araignées dégoûtées ne revinssent à leurs arbres, où les nains étaient suspendus. Il lui fallait les délivrer dans ce court intervalle. Le plus difficile de l'affaire fut de grimper jusqu'à la longue branche où se balançaient les paquets. Je ne pense pas qu'il y serait parvenu si une araignée n'avait heureusement laissé pendre là une corde. Grâce à cette aide, bien qu'elle lui collât à la main et lui cuisît, il monta tant bien que mal pour se trouver nez à nez avec une méchante vieille araignée, grosse et lente, qui était restée sur place pour garder les prisonniers.
et qui avait passé son temps à les pincer pour voir lequel serait le plus juteux à manger. Elle avait pensé commencer le festin en l'absence des autres. Mais Baggins était pressée, et avant que l'araignée ne sût ce qui se passait, elle ressentit son dard et tomba de la branche, morte. La tâche suivante fut de libérer un nain. Que devait faire Bilbo? S'il tranchait la corde, qui le tenait suspendu, le malheureux nain choirait brutalement par terre, assez loin en dessous. Se faufilant le long de la branche, ce qui fait danser et brinque-baller tous les pauvres nains comme des fruits mûrs, il atteignit le premier paquet. C'est Philly ou Killy, pensa-t-il à la vue de la pointe d'un capuchon bleu qui dépassait au sommet. Plus probablement Philly, se dit-il, d'après le bout d'un long nez qui pointait à travers les fils entortillés. Il parvint, en se penchant, à couper la plupart des gros fils gluants qui liaient le nain comme un saucisson. Et alors, avec un coup de pied et quelque effort, surgit effectivement Philly. Je veux dire que Bilbo ne put se retenir de rire à la vue du nain, secouant par saccades ses bras et ses jambes engourdis, tandis qu'il dansait sur le fil de l'araignée passé sous ses aisselles, tout comme un de ces jouets comiques qui s'agite sur un fil de fer. De façon ou d'autre, Philly fut remonté sur la branche, et alors il fit tout son possible pour aider le hobbit, bien qu'il se sentît très malade et nauséeux de par le poison de l'araignée, et du fait d'être resté pendu la plus grande partie de la nuit et le lendemain, tout entortillé, le nez seul pointant dehors pour lui permettre de respirer. Il lui fallut une éternité pour se débarrasser les yeux et les sourcils de l'infecte substance. Quant à sa barbe, il eut en coupé la plus grande partie. Enfin, à eux deux, ils se mirent en devoir de hisser les nains l'un après l'autre et de les libérer en taillant leurs cocons. Aucun n'était en meilleur état que Philly. Certains étaient même plus mal en point. Les uns avaient à peine pu respirer, les longs nez ont leur utilité, on le voit, et d'autres avaient été plus empoisonnés. Ils délivrèrent ainsi Killy, Bifur, Bofur, Dori et Nori. Le pauvre vieux Bombur était tellement épuisé, c'était le plus gras, et on l'avait sans cesse piqué et piqué du doigt, qu'il roula tout simplement de la branche et tomba, ploc, sur le sol, mais heureusement sur un lit de feuilles où il resta étendu. Il restait cependant 5 nains suspendus au bout de la branche, quand les araignées commencèrent de revenir, plus enragées que jamais. Bilbo alla aussitôt à l'extrémité de la branche la plus proche du tronc et arrêta celle qui montait. Il avait retiré son anneau quand il avait libéré Philly, et il avait oublié de le remettre, de sorte que les araignées commencèrent toutes à chanter en postillonnant. « On te voit, sale créature! On te mangera, et après on laissera tes os et ta peau suspendus à un arbre. Il a un dard? Bah, ça ne nous empêchera pas de l'attraper, et alors on lui suspendra la tête en bas pendant 1 jour ou 2. » Cependant, les autres nains s'occupaient du reste des captifs et coupaient les fils avec leurs couteaux. Bientôt ils seraient tous libres. Encore qu'on ne sût trop ce qui allait se passer après cela. Les araignées n'avaient pas eu grand-peine à les prendre la nuit précédente, mais cela c'était à l'improviste et dans les ténèbres. Cette fois-ci, il semblait qu'il dût y avoir une horrible bataille. Soudain, Bilbo s'aperçut que quelques araignées s'étaient assemblées autour de Bombur, étendu à terre. Elle l'avait de nouveau ligoté et elle s'employait à l'entraîner. Il poussa un cri et donna de grands coups d'épée dans les araignées qu'il y avait devant lui. Elles cédèrent vite. Il s'avança à 4 pattes sur la branche et tomba au milieu de celle qui était en bas. Sa petite épée représentait pour elle une expérience nouvelle en matière de piqûres. Avec quelle vivacité elle allait et venait! Quand il perçait ses ennemis, elle luisait de plaisir. Il en avait déjà tué une demi-douzaine avant que les autres ne se retirassent, laissant Bombur entre ses mains. « Descendez, descendez !» cria-t-il aux nains qui étaient dans les branches. « Ne restez pas là-haut pour vous faire prendre au filet !» Il voyait en effet des araignées grimper à tous les arbres environnants et ramper le long des branches au-dessus de la tête des nains. Ceux-ci descendirent en jouant des pieds et des mains, sautant ou dégringolant, à 11 en un tas, la plupart fort chancelants et de peu d'efficacité sur leurs jambes. Mais ils étaient finalement là, tous les 12, en comptant le pauvre vieux Bombur, soutenu de part et d'autre par son cousin Bifur et son frère Bofur. Bilbo, lui, dansait de tous côtés en brandissant son dard.
et des centaines d'araignées en colère le regardaient en roulant des yeux, tout alentour et au-dessus. La situation semblait assez désespérée. Alors commença la bataille. Certains des nains avaient des couteaux, d'autres des bâtons, et tous des pierres à leur disposition. Quant à Bilbo, il avait son poignard d'elfe. Maintes et maintes fois, les araignées furent repoussées, et beaucoup furent tués. Mais cela ne pouvait durer longtemps. Bilbo était presque épuisé. 4 des nains seulement étaient capables de tenir fermement sur leurs jambes, et ils n'allaient pas tarder à être tous maîtrisés comme des mouches fatiguées. Déjà, les araignées recommençaient à tisser leurs toiles d'un arbre à l'autre tout autour d'eux. Finalement, Bilbo ne put trouver d'autre plan que de livrer aux nains le secret de l'anneau. Il en était un peu marri, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. « Je vais disparaître, dit-il. Je vais attirer les araignées d'un autre côté, si je le puis. Pour vous, vous devez rester ensemble et partir dans la direction opposée. Par là, vers la gauche. C'est plus ou moins le chemin de l'endroit où nous avons vu en dernier les feux des elfes. » Bilbo eut de la peine à se faire entendre, avec leur tête qui tournait, les cris, le bruit des coups de bâton et les chocs des pierres. Mais enfin il sentit qu'il ne pouvait plus différer. Les araignées resserraient de plus en plus leur cercle. Il glissa soudain l'anneau à son doigt et, au grand étonnement des nains, il disparut. Tout à coup résonnèrent parmi les arbres, sur la droite, les Bloblemol, les Attercop. Les araignées en furent fort bouleversées. Elles cessèrent d'avancer et quelques-unes partirent en direction de la voie. Les rendait si furieuses qu'elles en perdaient l'esprit. Balin, qui avait saisi mieux que les autres le plan de Bilbo, mena alors une attaque. Les nains se ramassèrent en un groupe compact, lançant une pluie de pierres. Ils marchèrent contre les araignées sur la gauche et percèrent leur cercle. Loin derrière eux, à présent, les cris et les chants cessèrent soudain. Espérant éperdument que Bilbo n'avait pas été pris, les nains poursuivirent leur marche. Pas assez vite, toutefois. Ils étaient malades et fatigués. Ils ne pouvaient guère aller qu'en clopinant et en chancelant, bien qu'un grand nombre des araignées fussent sur leurs talons. Par moments, ils devaient se retourner pour combattre les créatures qui les rattrapaient. Et déjà, il y avait dans les arbres au-dessus de leur tête des araignées qui jetaient vers le sol leurs longs fils collants. La situation paraissait de nouveau assez mauvaise, quand soudain Bilbo réapparut et, à l'improviste, chargea de flanc les araignées surprises. « Continuez, continuez !» cria-t-il. « Je me charge des piqûres !» Ce qu'il fit. Il allait et venait comme l'éclair, tailla dans les fils des araignées, leur hachant les pattes et transperçant leur gros corps si elles approchaient trop. Les araignées, gonflées de colère, lançaient leur salive, écumaient et sifflaient d'horribles malédictions. Mais elles avaient une peur mortelle de Dard, et elles n'osaient venir très près maintenant qu'elle avait reparu. Aussi, elles pouvaient bien jurer tout leur sou, leur proie s'éloignait lentement mais constamment. Ce fut une terrible affaire qui parut durer des heures. Mais enfin, au moment où Bilbo se sentait incapable de lever le bras pour porter un coup de plus, les araignées renonçant soudain, cessèrent de les suivre et regagnèrent déçus leur sombre colonie. Les nains remarquèrent alors qu'ils étaient arrivés au bord d'un cercle où il y avait eu des feux d'elfes. Que ce fût un de ceux qu'ils avaient vus la veille, ils ne pouvaient le déterminer, mais il restait sans doute en pareils endroits quelque bon enchantement que les araignées n'aimaient guère. En tout cas, la lumière y était plus verte, et les branches moins épaisses et moins menaçantes. Et ils eurent la possibilité de se reposer et de reprendre haleine. Ils restèrent là quelque temps, à souffler et à haleter. Mais très bientôt, ils se mirent à poser des questions. Ils tinrent à se faire expliquer très clairement toute l'affaire de la disparition, et la découverte de l'anneau les intéressa au point de leur faire oublier un moment leurs propres difficultés. Balin, en particulier, insista pour se faire répéter de bout en bout l'histoire de Gollum avec les devinettes et tous les détails, l'anneau en juste place. Mais, après un moment, la lumière commença de manquer, et alors d'autres questions se présentèrent. Où se trouvait-on? Où était le chemin? Où y avait-il de la nourriture et qu'allait-on faire ensuite? Ces questions, ils se les posèrent maintes et maintes fois, et c'était du petit Bilbo qu'ils semblaient attendre des réponses. Comme quoi, vous pouvez voir qu'ils avaient tout à fait changé d'opinion sur M. Baggins,
et qu'il commençait d'éprouver un grand respect à son égard, comme Gandalf l'avait prédit. En vérité, il comptait réellement qu'il trouverait quelques plans merveilleux pour les aider, et il ne faisait pas que grogner. Il savait fort bien que sans le Hobbit, ils n'eussent pas tardé à être tous morts, et ils l'en remercièrent bien des fois. Certains allèrent jusqu'à se lever et à se courber jusqu'à terre devant lui. Encore basculèrent-ils dans leur effort et ne purent-ils tout de suite se remettre sur leurs jambes. La connaissance de la vérité sur la disparition de Bilbo ne diminuait en rien l'opinion qu'ils avaient de lui, car ils voyaient qu'il était doué de ressources en même temps que de chance et d'un anneau magique. Ils le plaçaient si haut que Bilbo commença de sentir qu'il avait réellement en lui, après tout, l'étoffe d'un hardi aventurier. Mais il se fût senti encore beaucoup plus hardi s'il y avait eu quelque chose à manger. Or, il n'y avait rien de rien, et aucun d'entre eux n'était en état d'aller en quête de quoi que ce fût, non plus que de rechercher le sentier perdu. Le sentier perdu! La tête fatiguée de Bilbo ne pouvait concevoir d'autre idée. Il restait là, les yeux fixés sur les arbres sans fin qu'il avait devant lui. Et, après un moment, tous retombèrent dans le mutisme. Tous, sauf Balin. Bien après que les autres eurent cessé de parler et fermé les yeux, il continua de marmonner et de pousser pour lui-même de petits rires étouffés. Gollum, par exemple. C'est donc comme ça qu'il est passé en catimini près de moi. Maintenant, je sais. Vous vous êtes simplement faufilé, hein, monsieur Baggins? Des boutons partout sur le seuil. Ce bon vieux Bilbo. Bilbo. Là-dessus, il s'assoupit et un silence complet régna pendant un long moment. Tout à coup, Dwalin ouvrit un œil et regarda alentour. « Où est Thorin ?» demanda-t-il. Ce fut un coup terrible. Naturellement, il n'était que 13, 12 nains et le hobbit. Oui, vraiment, où était Thorin? Il se demandait quel sort funeste lui était advenu. Sortilège ou monstre sombre? Et ils frissonnèrent, perdus qu'ils étaient dans la forêt. Là, ils tombèrent l'un après l'autre dans un sommeil inquiet rempli de cauchemars horribles, tandis que le soir se muait en nuit noire. Et c'est ainsi que nous devons les laisser pour le moment, trop malades et trop fatigués pour passer les sentinelles ou prendre la garde à tour de rôle. Thorin avait été pris beaucoup plus rapidement qu'eux. Vous vous souvenez que Bilbo s'était endormi comme une bûche en pénétrant dans un cercle de lumière? Après lui, ce fut Thorin qui s'avança. Et comme les lumières s'éteignaient, il tomba comme une pierre sous le charme. Tout le bruit que faisaient les nains perdus dans la nuit, leurs cris, quand les araignées les saisissaient et les ligotaient, et tous les bruits de la bataille du lendemain, tout cela était passé sur lui sans qu'il en entendît rien. Alors, les elfes de la forêt étaient venus à lui. Ils l'avaient lié et emporté. Les banqueteurs étaient des elfes de la forêt, naturellement. Ces elfes ne sont pas méchants. S'ils ont un défaut, c'est la méfiance envers les étrangers. Malgré la puissance de leurs sortilèges, ils étaient, même à cette époque, circonspects. Ils différaient des grands elfes de l'Ouest, et ils étaient en même temps plus dangereux et moins sages. Car, pour la plupart, ainsi que leurs parents dispersés dans les collines et les montagnes, ils descendaient des anciennes tribus qui n'allèrent jamais en féerie de l'Ouest. Là se rendirent et vécurent durant des siècles les elfes légers, les elfes profonds et les elfes marins. Ils y acquirent davantage de beauté, de sagesse et de savoir, et c'est là qu'ils inventèrent leur magie et leur art dans la fabrication des choses belles et merveilleuses, avant que certains ne revinssent dans le vaste monde. Dans le vaste monde, les elfes des forêts traînaient dans le crépuscule de notre soleil et de notre lune. Mais ce qu'ils préféraient, c'étaient les étoiles. Et ils vagabondaient dans les grandes forêts qui s'élevaient bien haut sur des terres aujourd'hui perdues. Ils résidaient le plus souvent à l'orée des bois, d'où ils pouvaient s'échapper, parfois pour chasser, ou chevaucher et courir en terrain découvert au clair de lune ou à la lumière des étoiles. Et après l'arrivée des hommes, ils prirent toujours davantage goût au crépuscule et à l'obscurité. C'étaient toutefois, et ils demeurent des elfes, c'est-à-dire des êtres fées.
Dans une grande caverne à quelques milles à l'intérieur de Mirkwood, sur le côté est, vivait à cette époque leur plus grand roi. Devant ces énormes portes de pierre, coulait une rivière qui descendait des hauteurs de la forêt pour se perdre dans les marais au pied des plateaux boisés. Cette grande caverne, d'où rayonnaient d'innombrables grottes plus petites, serpentait très loin sous terre, et elle comportait maints passages et vastes salles. Mais elle était plus claire et plus saine qu'aucune demeure de gobelins. Elle était aussi moins profonde et moins dangereuse. En fait, les sujets du roi vivaient et chassaient principalement en plein air, dans les bois, et ils avaient des maisons ou des huttes sur la terre et dans les branches. Leurs arbres favoris étaient des hêtres. La caverne du roi était son palais, la chambre forte de son trésor et la forteresse de son peuple en cas d'attaque de ses ennemis. Elle servait aussi de cachot pour ses prisonniers. Ce fut donc à la caverne qu'ils traînèrent Thorin, sans grande douceur, car ils n'aimaient pas les nains et ils le prenaient pour un ennemi. Dans les temps anciens, ils avaient été en guerre avec certains des nains, qu'ils accusaient de voler leurs trésors. La version des nains était différente. Il n'est que juste de le signaler. Ils disaient qu'ils ne faisaient que prendre leur dû, car le roi des elfes avait négocié avec eux le façonnage de son or et de son argent brut, et ils avaient refusé ensuite de leur payer leur salaire. S'il avait une faiblesse, c'était d'amasser des trésors, surtout en argent et en gemmes blanches, et, malgré la richesse de son magot, il était toujours avide de l'accroître, son trésor n'égalant pas encore celui d'autres seigneurs des elfes de l'ancien temps. Ses sujets n'extrayaient ni ne travaillaient les métaux ou les joyaux, et ils ne se souciaient guère de commerce ou de labourage. Ces choses étaient bien connues de tous les nains, bien que la famille de Thorin n'eût rien à voir dans l'ancienne querelle dont j'ai parlé. Aussi celui-ci fut-il fort irrité du traitement qu'on lui infligeait quand, le charme qui pesait sur lui ayant été retiré, il reprit ses sens. Et aussi, il était déterminé à ne se laisser arracher le moindre mot au sujet d'or ou de joyaux. Quand Thorin fut amené devant lui, le roi le considéra d'un œil sévère et il lui posa maintes questions. Mais tout ce que le nain consentit à répondre, ce fut qu'il était affamé. Pourquoi les vôtres et vous avez-vous essayé par 3 fois d'attaquer mes gens au cours de leur réjouissance demanda le roi. Nous ne les avons pas attaqués, répondit Thorin. Nous étions venus mendier parce que nous étions affamés. Où sont vos amis à présent et que font-ils? Je n'en sais rien. Je pense qu'ils crèvent de faim dans la forêt. Que faisiez-vous dans la forêt? Nous cherchions de quoi boire et manger parce que nous étions affamés. Mais qu'est-ce qui vous avait amené là, de toute façon? Demanda le roi avec colère. À cette question, Thorin serra les lèvres, refusant d'ajouter un mot. Bon, dit le roi. Emmenez-le et gardez-le étroitement jusqu'à ce qu'il se sente disposé à dire la vérité. Dut-il attendre 100 ans? Les elfes l'assujettirent alors de courroies et l'enfermèrent dans une des cavernes les plus reculées, garnie de puissantes portes de bois où ils le laissèrent seul. On lui avait mis là de quoi manger et boire en bonne quantité, sinon en qualité, car les elfes de la forêt n'étaient pas des gobelins. Ils se conduisaient raisonnablement bien envers leurs pires ennemis, même quand ils les faisaient prisonniers. Les araignées géantes étaient les seules créatures vivantes envers lesquelles ils se montraient sans merci. Là, dans le cachot du roi, resta Thorin. Et quand il en eut fini de sa reconnaissance pour le pain, la viande et l'eau, il se mit à demander ce qui était advenu de ses malheureux amis. Il ne fallut pas longtemps pour qu'il le découvrît. Mais cela relève d'un autre chapitre et du début d'une nouvelle aventure dans laquelle le hobbit prouva encore une fois son utilité. Et voici ainsi venue la fin du chapitre 8. Le chapitre suivant, le 9 donc, s'intitule Tonneau en liberté.
Eh ben, il aura été bien compliqué, celui-ci. Hein? Oh là 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 là. Et il faudra que je retravaille combien de passages? Oh là là, c'était dur. C'était très dur. 294. C'est là. Je sais plus si c'est le chapitre 12 ou 13 que je vous ai lu la dernière fois. C'était le 13. Donc maintenant, il faut que je cherche le 14. Page 309. J'aurais peut-être dû prendre des pauses. Ça m'aurait peut-être évité certains moments un peu brouillons. Ah, est-ce que j'ai mal au dos? C'était quoi ça? C'est les courbatures? C'est les contractures. Alors, les pectoraux, c'est des courbatures. Ah, le dos, je sais pas. Les épaules, c'est des courbatures. Le dos, il y a peut-être un peu des deux. Courbatures et contractures. Ça fait pas du bien. Bon alors, qui est encore là? Kata et Gwenelf. Vous voulez un raid ou on se laisse tranquille pour ce soir? J'avais soif. Bon. Je vais peut-être pas faire de raid. Je peux vous faire une recommandation. À la rigueur, pour ceux qui n'ont pas envie de dormir mais qui veulent rester au calme, je peux recommander Valfi. Voilà. Je vérifie, hein, mais... Valfi dans les petites chaînes calmes où il n'y a pas de bruit. Je vais vous le faire en mode SO. Comment il vient de me dire fuck? Sur un T3 en plus. Ce soir. Pour vous dire, depuis que je suis venue checker sa chaîne, il n'a pas parlé une seule fois. Ah là, c'est vraiment... Donc, il y a chez lui, et je peux recommander la chaîne Bossa Nova Café aussi. Ils sont excellents pour passer un moment tout chill. Voilà, vous avez le choix. Chez Valfi, ou alors chez un monsieur qui vous joue de la guitare. De la bossa nova à la guitare. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne nuit. Reposez-vous bien, passez un excellent week-end. Moi, ce sera toujours pas mon cas, il va être bien chargé. Bonne nuit. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Dites-leur bien à quel point ils sont importants pour vous. Je vous dis encore merci énormément pour tout le soutien que vous m'apportez, de tout cœur.
et je vous souhaite une bonne nuit.